Dans le vif du sujet. Dans le vif du sujet. Dans le vif du sujet avec Enis Maraïtou, les lundis et mercredis à partir de 8h. Bonjour Enis. Rebonjour Raphaël. Alors on a annoncé le sujet du jour tout à l'heure et en direct de Sousse avec nous Dr Mohamed Mansouf Marzouki. Bonjour Président Marzouki. Bonjour. Bonjour Président, donc ex-président de la République, Mohamed Mansouf Marzouki, l'actuel président de l'instance politique du parti Harak Tounes Al-Irada. Merci d'avoir accepté l'invitation d'RTCI. C'est moi qui vous remercie pour votre invitation. Alors, l'instance politique de votre parti vient de se réunir le samedi dernier et vient de publier un communiqué dans lequel certains points ont été évoqués. Je voudrais bien revenir avec vous sur ces points qui méritent à mon sens une clarification et j'évoquerai en premier la question de la démocratie locale et en particulier les élections municipales et régionales. Président Marzouki, pourquoi estimez-vous qu'une volonté délibérée est en train d'être mise en place pour s'éloigner de cet objectif ? Oui, d'abord il faut insister sur l'importance de cette démocratie locale. En Tunisie, nous avons une espèce de tradition qui est une tradition séculaire, c'est-à-dire de l'État centralisé, du pouvoir centralisé, de la façon dont on traite les citoyens. Ce sont essentiellement des sujets et non pas des citoyens, y compris au sein de la République. Ça fait 50 ans ou 60 ans que le centre traite la périphérie comme une quantité relativement négligeable. Mais nous sommes dans une république, nous ne sommes pas dans une monarchie, Président. Oui, nous sommes en train de mettre en place une république, mais en réalité, nous avons hérité de toute cette tradition, qui est une tradition séculaire, de la centralité du pouvoir, du fait que la périphérie est quelque chose de relativement inquiétant, qu'il faut absolument surveiller, qu'il faut maîtriser, etc. Donc pour nous, la démocratie, ce n'est pas 207 personnes qui se réunissent sous la coupole d'une instance démocratique. C'est la démocratie de base. Et c'est ça la révolution. La révolution, c'est la redistribution du pouvoir, le fait que les régions périphériques deviennent aussi des régions qui ont aussi du pouvoir, que les municipalités, qui sont l'expression de la volonté des citoyens, soient aussi des véritables instances politiques, d'administration. Et donc, nous n'avons pas imaginé la Tunisie du futur sans cette démocratie locale, sans cette démocratie de base. D'où le chapitre 7 de la Constitution, donc. Absolument. Donc, nous nous sommes battus pendant l'écriture de la Constitution pour qu'on parle de régions. Nous avons même imaginé la Tunisie divisée en 6-7 régions, que ces régions aient un grand pouvoir de développement économique, parce qu'en réalité, ce sont des gens qui sont au niveau du terrain, qui connaissent mieux leurs besoins, qui sont à même de répondre à ces besoins, etc. Donc, pour nous, la démocratie locale est une question fondamentale. Il n'y a pas de développement économique et humain sans une démocratie de base, c'est-à-dire sans des municipalités qui ont beaucoup de pouvoir et sans la régionalisation. Or, ce que nous observons, c'est absolument le contraire. Je veux dire que la démarche de la Constitution, ça a été non seulement la démocratisation locale, mais aussi un équilibre de pouvoir entre le président de la République et du Premier ministre ou du chef du gouvernement, de telle façon que nous ne revions pas... Du président du gouvernement selon la Constitution, Président Marzouki. Absolument, absolument. Et je vous assure que si vous lisez mes livres que j'ai écrits il y a une vingtaine d'années, je me suis beaucoup battu pour ce régime équilibré, pour que nous ne revenions pas au régime présidentiel. Or, ce que nous voyons actuellement, c'est d'abord une tentative de revenir à ce régime présidentiel. Donc on revient aux anciens démons, on revient à tous les problèmes qui nous ont amenés là où nous sommes. Et ensuite, on recule indéfiniment les élections municipales, alors que c'est une urgence absolue. Et troisièmement, on ne parle même plus de la régionalisation, alors que normalement, on devrait avoir déjà beaucoup avancé dans cette direction. Excusez-moi, Président Marzouki, j'essaie d'interagir avec vous sur certains points. Lorsque vous parlez donc de revenir à l'ancien, je dirais aux anciennes pratiques ou donc revenir aux anciens démons, là, je vous rappelle aussi que nous avons voté un code de collectivité locale, nous avons voté également donc quelques autres textes, et là, nous sommes actuellement donc la coupole du Bardo, l'Assemblée, est en train de voter cette loi électorale. L'échéance était pour 2017, sauf qu'il y a eu peut-être report de cette échéance-là. Donc je ne vois pas pourquoi vous dites que c'est mis au calendrier grec finalement.
Écoutez, le report, ça fait maintenant le report n'arrête pas. Normalement, on aurait dû commencer par cette loi. Monsieur Essebsi nous a fait perdre beaucoup de temps avec sa fameuse loi de réconciliation nationale, en fait, de réconciliation avec les corrompus. Et ça a carrément bloqué tout un processus. Alors, regardez l'état dans lequel se trouve le pays, regardez l'état de saleté dans les rues, etc. C'est la débandade civique à cause de l'absence justement de municipalités et de municipalités qui aient des pouvoirs. D'accord. Les élections municipales, c'est pas simplement mettre des hommes et des femmes à des postes où ils n'ont pratiquement pas de moyens et pas d'autorité, mais c'est de leur donner de l'autorité, de leur donner des moyens. Il aurait fallu commencer par ça. Or, aujourd'hui, quand j'entends que le chef de l'instance électorale dire que ce sera peut-être en 2018, mais attendez, qu'est-ce qui peut se passer d'ici là? Et peut-être qu'on va encore une fois recommencer. Je dis que c'est une urgence absolue. Excusez-moi, mais j'ai pas l'impression que cette histoire de démocratie locale soit quelque chose de vraiment pris au sérieux par le gouvernement. Même si des textes ont été adoptés, même s'il y a eu des consultations nationales. Et puis, mon autre question qui se pose, êtes-vous, donc votre parti, est-il prêt pour disputer cette joute électorale sur tout le territoire, Président ? Ben écoutez, ça c'est notre affaire. Je veux dire que prêt ou pas prêt, ça c'est notre affaire. Mais l'affaire nationale... Non, mais on voudrait comprendre aussi, est-ce que vous avez des structures régionales? Est-ce que vous avez mis en place donc des structures pour éventuellement vous présenter dans des élections qui vont se passer donc sur tout le territoire et qui, comme vous le dites, sont cruciales parce qu'elles sont donc régionales et locales également? Écoutez, c'est une question de bon sens, mais en même temps, je m'excuse de vous reprendre dans la mesure où il ne faut pas la poser comme ça. C'est une question de principe. Je veux dire qu'un chef d'État qui sait qu'il faut installer des municipalités fortes et qui ait des moyens pour que le pays redevienne propre, vivable, etc., dit, voilà, j'ai décidé que les élections doivent avoir lieu à telle date. Et à ce moment-là, c'est au parti politique de se démêler pour être prêt. Mais il faut pas... Alors que là, justement, votre façon de poser le problème, me rappelle aussi les calculs des uns et des autres en disant attendez, je ne suis pas prêt, donc il va falloir laisser traîner les choses. Non, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. C'est pas vous qui dites ça. Oui. C'est pas vous qui dites ça. Mais je dis que je vous garantis qu'il y a au niveau du pouvoir des gens qui disent oui, les affaires ne vont pas bien, la réputation du parti n'est pas bonne, les choses ne sont pas très bien. Si on va aux élections, on va se ramasser une raclée. Donc, reculons les choses. C'est pas comme ça qu'il faut résoudre. Il faut dire, nous avons besoin de ces élections, il faut qu'il y ait une date, et à chaque parti d'être prêt. Mon parti, bien entendu, comme tous les partis, doit être prêt, et nous sommes en train d'y travailler. Mais encore une fois, c'est le principe qui doit primer. C'est pas est-ce que vous êtes prêt ou pas prêt. Que vous le soyez ou que vous ne le soyez pas, c'est votre affaire. D'accord. Il faut redonner de la parole aux citoyens. Et si il y a un bon sens aussi chez la partie gouvernementale ou ceux qui dirigent le pays et estiment que actuellement nous n'avons pas assez donc de ressources pour les donner aux régions, aux municipalités, et que finalement, si nous mettons ce carcan donc de démocratie locale, ça sera un carcan vide sans essence. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Attendez, le mot carcan est déjà, à mon avis, n'est pas bon. Excusez-moi, mais un carcan, ça n'existe pas. Je parle de carcan. Excusez-moi, je parle de carcan dans le sens où il y aurait rien donc pour faire fonctionner ces municipalités parce que vous le savez mieux que moi que les ressources du pays ne le permettent pas et qu'il y a d'urgence ailleurs. C'est ça. Ah non, attendez. D'abord, n'oubliez pas que les ressources sont des ressources humaines et des ressources matérielles. Donc, les ressources matérielles, on peut les trouver. Mais les ressources humaines, une fois que vous faites... vous avez des milliers de gens qui sont capables d'inventivité, de créativité. Et tous ces gens-là, toute cette puissance, qui est une puissance, je dirais, immatérielle, elle est tout simplement bloquée. Donc les ressources, c'est pas uniquement de l'argent. Je vous garantis qu'on peut avoir de l'argent, beaucoup d'argent, mais que s'il n'y a pas justement cette capacité de mobilisation, eh bien, vous pouvez rien faire. Je vais vous dire une chose, mon monsieur. On croit que la Tunisie manque de ressources, de ressources financières, matérielles, etc. Dans mon expérience, quand j'étais donc à la présidence, je me suis rendu compte que très souvent, on mettait des ressources, de l'argent à la disposition des gouverneurs, par exemple. Et quand je leur posais la question, qu'est-ce que vous avez fait de cet argent? Combien vous avez dépensé? Les uns me disaient, nous avons dépensé 20%. Les autres, nous avons dépensé 30%. Les autres, les meilleurs me disaient, Monsieur le Président, nous avons dépensé 40% du budget alloué aux petits projets. Donc, on voit très bien ici que ce n'est pas, encore une fois, une simple question
d'argent. Il faut que vous ayez des hommes, des structures et des volontés capables de faire circuler cet argent. Or, justement, la régionalisation est une solution à ce problème-là. Parce que vous avez des hommes et des femmes qui sont capables, qui ont de la volonté, qui ont de l'inventivité, qui ont du courage. Et tous ces hommes-là, toutes ces femmes-là sont aujourd'hui mis de côté en disant non, nous, on va régler le problème. C'est-à-dire, nous, l'administration. Et ça ne marche pas. L'État central, y compris dans un petit pays comme le nôtre, l'État bureaucratique, l'État qui est là pour surveiller les citoyens, est un État obsolète. Aujourd'hui, il faut impliquer les citoyens à tous les niveaux. Et c'est ça l'idée fondamentale d'élections régionales et d'élections municipales qui apportent ces ressources humaines qui sont actuellement totalement inefficaces, inexistantes, non utilisées. D'accord, Président Marzouki, je resterai sur les régions. Mais sur un autre sujet, vous avez salué dans votre communiqué les derniers mouvements sociaux, notamment Aqarqna et Afernana, et exhorté le gouvernement à respecter ses engagements. Je n'ai pas lu en revanche une dénonciation du banditisme exercé par certains qui prennent en otage l'appareil de production. Pourquoi une prise de position pareille ? Non, attendez, relisez le papier, vous allez voir qu'il y a toute une phrase, et je l'ai écrite avec beaucoup d'attention en disant il faut que les manifestations restent totalement pacifiques dans le cadre de la démocratie, et faites attention de ne pas vous laisser entraîner par des incendiaires, des gens qui voudraient amener notre pays à la violence. Donc sur ce chapitre-là, monsieur, s'il vous plaît, soyez sûrs et certains, vous et tous ceux qui m'écoutent, que je suis l'élève de Gandhi, l'élève de Mandela, et que pour moi, rester dans c'est-à-dire maintenir les manifestations qui vont avoir lieu demain, et c'est normal dans toute société, maintenir les manifestations, maintenir les revendications sociales dans le sillage de la démocratie, dans le sillage des manifestations pacifiques, et pour moi est une nécessité absolue pour tout homme politique raisonnable. Donc, soyez assurés qu'il n'y a absolument aucun parti pris vis-à-vis de ces gens qui pourraient être coupables de violence. Donc finalement, vous soutenez ces mouvements sociaux, mais d'un autre côté, vous dites que ces mouvements doivent être des mouvements pacifiques, de revendication légitime, et non à la casse, non au banditisme, non à la prise donc et au bras de fer avec l'appareil étatique. Alors, je resterai dans la question fondamentale de l'investissement dans les régions. Je sais que c'est un sujet donc qui vous tient particulièrement à cœur. Et là, je voudrais revenir avec vous sur un sujet très important qui se joue ces jours-ci. La commission de finances au sein de l'Assemblée est en train de discuter un projet de loi dit d'urgence économique dont le but est de se substituer au Parlement pour pouvoir contourner la lourdeur et la lenteur de voter des lois de nature économique. Est-ce que cette initiative vous semble appropriée pour relancer les investissements, notamment dans les régions ? Écoutez, la question de l'investissement, de relancer l'investissement au niveau des régions et au niveau du pays est la question clé, la question fondamentale. Et je vous assure que quand un homme comme moi perd les élections, c'est une expérience très désagréable. Mais quand j'ai appris qu'effectivement je ne serais pas réélu, je me suis dit ouf, au moins je ne serai pas là pour 2017 parce que c'est une année effrayante pour tout homme qui connaît les dossiers. Parce qu'il faut payer les dettes, parce que, etc. Et en même temps, je me suis dit, à la limite, tant mieux, parce que nous allons avoir une certaine stabilité, et que cet homme et cette fille prétend qu'il a beaucoup de moyens, de ressources qu'il va mettre dans le pays, etc. Et bien, tant mieux. Et ce pays est fatigué de ces 4 années de révolution. Il est temps que le pays se stabilise, il est temps que les gens retrouvent du travail, etc. Donc pour moi, c'était une question fondamentale que le pays retrouve et la stabilité et le processus de réinvestissement. Or, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que non seulement l'investissement intérieur ne vient pas, non seulement l'investissement extérieur ne vient pas, mais pire, aujourd'hui, les hommes d'affaires tunisiens sont en train de quitter le pays pour aller s'installer ailleurs, notamment au Maroc. Or, pour moi, ceci est l'échec numéro 1, parce que en réalité, la révolution a eu lieu, pas parce que les gens en avaient marre de la dictature, comme on dit. Beaucoup de gens s'étaient habitués à la dictature. La revendication de la liberté, de la démocratie, c'était, je dirais, presque une demande d'élite. Ce qui a fait sortir les gens de leur gond, c'est la misère et la pauvreté. Et aujourd'hui, cette misère et cette pauvreté reprend de plus belle. Et même si nous avons une démocratie imparfaite et
informels, etc., nous pouvons avoir de nouveau des troubles extrêmement graves. Donc la question de l'investissement est au cœur de la situation politique. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'investissement? Ce n'est pas une question de loi. Vous pouvez faire toutes les lois que vous voulez, ça ne servira à rien. S'il n'y a pas d'investissement, ni interne ni externe, c'est parce qu'il n'y a pas de climat, il n'y a pas de confiance. Les investisseurs, aussi bien intérieurs qu'extérieurs, n'ont pas confiance dans la situation politique. Ils savent que le problème politique n'a pas été résolu. Ils savent que toute cette image idyllique de la réussite tunisienne, de la success story, tout ça, c'est des histoires. Ils connaissent très bien les chiffres. Ils voient très bien que la machine, si vous voulez, est en train de nouveau se remplir. Ce que j'appelle la chambre magmatique est encore en train de se remplir de nouveau et que le volcan pourrait exploser à n'importe quel moment. Donc, face à cette situation je dirais, d'inconfort politique, d'inconfort psychologique, les investisseurs voient très bien que c'est une situation fragile et ils ne veulent pas investir. Donc, la question, encore une fois, c'est pas du tout faites les lois que vous voulez. Ça ne marchera pas. Ce qui marcherait, c'est qu'il y ait effectivement une vraie stabilité dans ce pays et qu'il y ait vraiment un climat de confiance tel que les gens se disent oui, ok, la Tunisie maintenant est un pays stable, on va investir. D'accord. Donc, ne pas se voiler la face. C'est la situation politique, c'est la situation psychologique, c'est la situation de non-confiance que les Argentins... Vous pouvez raconter des histoires à tout le monde. Vous ne pouvez pas raconter des histoires à des gens qui ont de l'argent et qui veulent mettre leur argent quelque part. Oui, vous pouvez leur raconter la success story de la Tunisie, le WIFAR, tout ça. Vous pouvez raconter ça à n'importe qui. Mais ces gens-là, ils ont des chiffres. Ils connaissent très bien la situation. Et pour moi, c'est le baromètre. Je dirais que le baromètre que la situation politique est vraiment ce qu'on raconte. C'est-à-dire qu'il y a une union nationale, que tout va bien, que la Tunisie a réussi sa transition, que la démocratie est parfaite, etc. Le vrai baromètre que tout cela est vrai, c'est que les gens se mettent à investir et que les hommes d'affaires et les femmes d'affaires tunisiennes ne quittent pas ce pays. Or, ce baromètre est justement au mauvais fixe, si je puis dire. Vous n'avez qu'à regarder aujourd'hui la situation et vous comprendrez qu'on est en train de partir dans la mauvaise direction. Alors, s'il vous plaît, ne me parlez pas de loi, de textes qu'on ait fait, etc. Tout ça, ça sert à... c'est de la poudre aux yeux. Revenir à l'essentiel. L'essentiel, c'est ce pays n'a pas encore atteint sa stabilité politique. Ce pays, il y a une crise de confiance formidable. Il y a une crise politique qui dort. Il y a une crise économique qui est en train de se développer. La chambre magmatique est en train de se remplir de nouveau. Et ça pourrait exploser de nouveau encore une fois. Alors, il y a des prémices. Oui. Et ces prémices, il faut leur faire attention. Vous savez, moi, je suis médecin. Il y a des symptômes. Et pour moi, aujourd'hui, toutes ces choses-là sont des symptômes de quelque chose de grave qui pourrait... Là, il faut traiter au fond. Il faut arrêter de se voiler les yeux et de se dire, voilà, nous avons fait le maximum. C'est pas vrai. Le pire nous attend. Et ça, il faut l'éviter. Mais sur ma question, président Marzouki, n'avez-vous pas peur donc que ce qui revient donc de compétences à l'Assemblée soit pris par le gouvernement avec cette loi-là? C'est essentiellement l'essence de ma question. Oui, mais de toute façon, moi je suis très inquiet sur tout le processus politique. Et d'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles les gens n'ont pas confiance. C'est-à-dire, on a l'impression que cette constitution que j'ai signée et qui a été... Vous savez, cette constitution, c'est la seule chose sur laquelle les Tunisiens se sont mis d'accord. Monsieur Essebsi et ses acolytes ont été d'accord sur cette constitution. C'est la seule chose qui nous réunisse. Or, moi, je vois que cette constitution pèse à ces gens-là. Ils n'en veulent pas, ils essaient de la contourner. Donc, progressivement, il y a une récupération des pouvoirs de l'Assemblée pour le gouvernement, il y a une récupération des pouvoirs du gouvernement vers la présidence de la République, etc. Et je veux dire que... C'est votre position, président Marzouki, c'est votre position, ça. Pardon ? C'est votre position, ça. C'est votre lecture. Ah ben, voulez-vous que j'ai la lecture de qui, bien sûr? Non. C'est-à-dire, ça n'engage que vous. C'est ce que je veux dire. Ah ben, forcément, ça n'engage que moi, mon parti, ça engage toute une sensibilité politique dans ce pays qui est extrêmement inquiète de la façon dont les choses évoluent sur le plan économique et sur le plan politique. La révolution s'est faite pour deux choses. Mettre en place un État démocratique. Un État démocratique, pour moi, c'est les régionales, c'est la démocratie locale, c'est les municipalités, c'est la société civile, c'est les libertés d'expression. Tout cela est en train d'être menacé. Et c'est le développement économique. Ce développement économique ne vient pas. Il ne vient pas parce que les investisseurs
n'ont pas confiance parce qu'il n'y a pas de stabilité, parce qu'au bout de 2 ans, nous avons un nouveau gouvernement. Rappelez-vous les promesses de M. Setsi quand il disait que j'ai de quoi former 4 gouvernements ou 4 États. Aujourd'hui, il est obligé d'aller chercher à droite et à gauche dans des partis qui ne représentent pratiquement rien pour donner cette illusion de gouvernement d'union nationale. Combien de mois ce gouvernement d'union nationale va-t-il tenir? Je n'en sais rien. Mais en tout cas, ce rêve que nous avions caressé, c'est-à-dire de 5 années de stabilité d'un pouvoir légitime, accepté, stable et qui puisse faire régner une confiance totale pour ramener les investisseurs, tout ça, ça n'existe pas. Alors, il y a un rendez-vous important, Président Marzouki, la conférence internationale pour l'investissement en Tunisie qui est prévue pour le 29 et le 30 novembre prochain afin d'attirer les investisseurs à investir dans notre pays. C'est un événement majeur. Monsouf Marzouki dispose d'une réputation, d'une notoriété internationale certaine. Allez-vous contribuer justement à promouvoir la destination Tunisie à l'étranger à l'occasion de cet événement, vous donc qui pouvez donc parler aux grands de ce monde et les inciter donc à aider la Tunisie à venir investir en Tunisie. Est-ce que vous êtes disposé à aider dans ce sens? Mais bien sûr. Moi, tous les ambassadeurs avec lesquels que je rencontre à droite et à gauche, ce que je leur dis, écoutez, alors que je suis maintenant dans l'opposition et même dans une opposition ferme vis-à-vis de ce régime, je leur dis, écoutez, aidez la Tunisie. Bien sûr, moi je suis essentiellement et avant tout un patriote. Bien sûr que je veux qu'il y ait de l'investissement. Mais j'ai une expérience. Vous vous dites que je connais les grands de ce monde, etc. J'ai eu une expérience pendant ces 3 années. Les choses ne se passent pas aussi simple que ça. Vous pouvez réunir toutes les conférences de ce que vous voulez et les gens vont vous faire toutes sortes de promesses et aucune promesse ne sera tenue. Vous n'avez pas idée du nombre de promesses qu'on a fait à la Tunisie pendant les 3 années où j'étais à la présidence. Donc tout ça n'engage, vous savez, les promesses, que ce soit dans tous les domaines. N'engage que ceux qui y croient, oui. N'engage que ceux qui y croient. Donc, mais encore une fois, les gens qui mettent de l'argent dans un pays, personne ne fait ça par philanthropie. Ne vous faites aucune illusion sur les types de relations internationales. Les relations internationales, c'est le repas des fauves. C'est le repas des fauves, je vous dis ça par expérience. Personne, y compris ceux qui se disent vos meilleurs amis, ne vous donne de l'argent pour rien ou pour vos beaux yeux. Tous vont vous donner de l'argent parce qu'ils espèrent en tirer un bénéfice quelconque, que ce soit un bénéfice politique ou économique. Et personne n'ira mettre de l'argent dans un pays qui n'a pas de stabilité politique réelle, où il n'y a pas de confiance, où il n'y a pas un système de justice indépendant, où il n'y a pas une bureaucratie non corrompue, etc. Comment voulez-vous que les gens investissent en Tunisie alors qu'aujourd'hui le niveau de corruption dans notre pays est l'un des plus forts de la région? Comment voulez-vous que des investisseurs puissent venir dans ce pays alors qu'ils entendent qu'il y a des troubles sociaux partout? Donc il ne faut pas nous illusionner. Oui, il y aura cette conférence. Oui, moi je suis prêt à être l'espèce d'ambassadeur itinérant pour aller partout dire oui, il faut aider la Tunisie. Bien sûr que je suis prêt à le faire, mais je n'ai pas d'illusion là-dessus. Il faut d'abord que nous réglions nos propres problèmes. Et puis, je vais vous dire aussi une chose. J'en ai assez de la Tunisie mendiant. Je ne veux plus que nous soyons des mendiants. Je veux que nous avons les ressources matérielles et humaines. Il suffirait d'arrêter cette corruption. Il suffirait de régler le problème de la douane. Il suffirait que les Tunisiens payent leurs impôts pour que nous ayons de quoi faire tourner la machine. Donc, occupons-nous d'abord de ces trois plaies. La corruption, la douane, les impôts. Et à ce moment-là, je vous garantis que nous aurons assez de ressources pour faire amorcer la machine. D'accord. Alors, trouvons aussi des solutions, une vraie réconciliation nationale. Et je veux dire, les concepts aujourd'hui dans ce pays sont des concepts trafiqués, triturés. Le concept d'union nationale, c'est l'union des copains et des coquins. C'est pas ça qui va faire une vraie stabilité politique dans ce pays. Donc, comptons sur nous, réglons nos problèmes politiques, réglons nos problèmes économiques, réglons notre haut niveau de corruption, et à ce moment-là, les gens viendront. Les gens viendront spontanément. Président Marzouki. De vouloir les faire venir artificiellement alors que le terrain n'est absolument pas prêt.
Ce ne sont pas des gens naïfs. Ils ne viendront pas, je vous le dis tout de suite. D'accord. Président Marzouki, je voudrais terminer cette interview avec une question politique par rapport au rassemblement de la famille social-démocrate. Vous l'avez évoqué dans votre communiqué. Donc, c'est toujours d'actualité à cause notamment de son enchevêtrement et même devant la débandade du parti au pouvoir, on n'a pas l'impression que cette famille est prête à se réunir. Vous, en tant que leader, un des leaders de l'opposition, portez-vous une part de responsabilité de son morcellement? Non, attendez. Vous ne pouvez pas raisonner comme ça, il faut raisonner à long terme. Qu'est-ce qui se passe à long terme? À long terme, la Tunisie est en train de se recomposer. Le paysage politique est en train de se recomposer. Nous sommes partis du parti unique à des faux partis organisés par le parti unique pour installer la démocratie à la Ben Ali. Ensuite, on a eu la révolution avec une centaine de partis politiques qui se sont mis en place. Et beaucoup de ces partis ont complètement disparu. Il y a des partis qui se sont scindés, dont le mien, l'ancien CPR. Il y a des nouveaux partis qui ont été créés, etc., etc. Qu'est-ce que tout cela signifie? Tout cela signifie, et puis ensuite, il y a cette tentative aujourd'hui, la énième tentative de réunir les partis politiques. Qu'est-ce que tout cela signifie? Quand vous regardez ça avec du recul et en profondeur, il y a une dynamique de recomposition politique dans ce pays qui va prendre du temps, elle va prendre une dizaine d'années. Et c'est normal, c'est comme ça que ça se passe. Il y a des pays qui explosent, il y a des partis qui disparaissent, il y a des partis qui se mettent ensemble. Et le processus, progressivement, il s'installe dans la durée, et dans quelques années, vous aurez le vrai paysage politique tunisien, à savoir 2 ou 3 grands partis, dont le mien, Al-Hara, qui représentera la partie, disons, du centre-gauche dans ce pays. Il y aura un parti islamiste, il y aura un parti de centre-droit qui rassemblera un peu tous les anciens de Destour, enfin les gens honnêtes, parce qu'il y a tous ces mafieux qui sont en train de s'accoler actuellement à toutes sortes de pouvoirs qui vont disparaître par les tribunaux, par l'histoire, etc. Donc vous aurez 3 grands partis, et à l'extrême droite, vous aurez un Hizb al-Tahrir appelant le califat, et à l'extrême gauche, vous aurez les particules de gauche, des petits partis de gauche qui existent dans tous les pays du monde. Ça, c'est le paysage politique où on va dans les 10 prochaines années. Nous sommes dans ce processus. Donc ne venez pas dire oui, mais vous divisez, etc. Dans tous les pays du monde, ces processus doivent se faire à une vitesse donnée. Nous sommes en train de contribuer justement à accélérer ce processus, mais vous ne pouvez pas aller plus vite que la musique. La politique, c'est la politique dans tous les pays du monde. Dans tous les pays du monde, ce sont des choses qui se passent. Moi, je prévois encore une fois que dans une dizaine d'années, il y aura un paysage politique tel que je vous l'ai décrit, mais encore une fois, on ne peut pas aller plus vite que la musique. D'accord. Alors, pour le moment, ce que je peux vous dire, c'est que je suis en train de consulter à droite et à gauche, et que nous allons créer cette famille social-démocrate, entre guillemets, pour reprendre les vocables occidentaux, bien qu'ils ne soient pas exactement les mêmes ici. Mais je veux dire, le processus est en cours, c'est un processus physiologique normal, il ira jusqu'à son terme, et puis c'est tout. Il faut suivre le mouvement. Président Marzouki, est-ce que vous regrettez un ou plusieurs événements ou décisions que vous avez prises lors de votre passage à Carthage ou plus tard? Écoutez, moi, je suis pas là pour faire le bilan de ma présidence, mais un jour ou l'autre, je pense que vous savez que le Marzouki bashing pendant les trois dernières années a voulu me diaboliser, mais en fait, moi, j'ai la conscience tranquille. Il y avait trois grands objectifs. Le premier, c'était d'écrire la Constitution. Ça a été fait. Le deuxième objectif, c'était de maintenir l'unité du pays et de maintenir l'État. Ça a été fait. Troisième objectif, c'était de ramener, d'organiser des élections pour amener le peuple à installer l'État définitif. Ça a été fait. Bien que malheureusement, je considère que nous sommes encore dans une époque, une période transitionnelle, une nouvelle période transitionnelle. Moi, je suis arrivé au palais de Carthage par les moyens les plus légaux. J'ai exercé ce pouvoir de la façon la plus honnête. Et je suis bien content d'avoir entendu M. Belhaj dire que toutes les histoires, tous les faux procès qu'on m'a fait étaient injustes. Mais malheureusement, c'est maintenant qu'il le dit. Il aurait dû le dire au moment où on a sorti sur moi toutes les infamies possibles et imaginables. Donc en réalité, j'ai aussi participé à la rénovation de l'armée, à son moral, à son réarmement, etc.
En gros, c'est-à-dire avec les moyens que j'avais, avec les pouvoirs que j'avais, parce qu'il faut pas oublier que c'était une cohabitation, que je n'avais pas tous les pouvoirs, notamment sur le plan social et économique. Honnêtement, je dis, j'ai fait mon devoir du mieux que j'ai pu. J'ai fait une campagne électorale dans les pires conditions, avec toutes les télévisions et les radios et des quantités phénoménales d'argent qui sont arrivées de juste trop où contre moi. J'aurais pu refuser ces élections en disant non, attendez, mais là j'avais le sens que ce serait diviser le pays, que ce serait à ramener la violence dans ce pays. Je me suis dit, tant pis. La Tunisie est plus importante que la démocratie, s'il le faut. La démocratie, elle prendra du temps. Aujourd'hui, nous avons fait des élections libres et honnêtes à 40-50%. La prochaine fois, ce sera 60%. Après, ce sera 70%. Mais il faut qu'il y ait une Tunisie pour que nous puissions faire des élections de ce type. Et donc, j'ai accepté ces élections alors que je n'avais aucune... je veux dire, j'avais toutes les informations sur toutes les choses qui étaient absolument inacceptables. Mais je me dis, encore une fois, il faut être économe du sang des Tunisiens et peu importe, l'essentiel c'est que la Tunisie avance. Donc moi je ne regrette rien. En gros, je peux vous assurer que je ne regrette rien d'essentiel. Maintenant que j'ai fait des fautes, des erreurs, ok, mais qui ne le fait pas? Je veux dire que et surtout en politique où vous avez des choses trappes. Vous savez, faire de la politique c'est marcher sur les œufs. Faire de la politique c'est marcher au bord du précipice. Faire de la politique c'est nager dans un étang plein de crocodiles. Faire de la politique, c'est la chose la plus difficile, la plus dangereuse et parfois la plus sale aussi. D'une certaine façon, je peux dire que je suis ressorti de cet étang. J'ai été pas mal mordu par les crocodiles, mais je suis toujours aussi propre. Et c'est voilà, merci beaucoup, Dr Mansouf Marzouki, ex-président de la République et l'actuel président de l'instance politique du parti Harak Tounes Al-Irada. Notre interview arrive à sa fin et je vous laisse avec les ondes d'RTCI qui vous dédie cette chanson d'Edith Piaf. Vous ne regrettez rien, donc je ne regrette rien. Merci de votre intervention. C'est moi qui vous remercie. Au revoir.